Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir sur cet épisode du podcast Devenir triathlète. Mais je suis vraiment très heureux parce que par le jeu des échanges avec certains copains et puis d'autres qui me pingent sur Instagram parce qu'ils sont passés chez un podcasteur, et c'est l'occasion de rencontrer ce podcasteur. Alors en presque vrai, parce que ceux qui nous suivent sur YouTube, vous verrez que en fait c'est en visio. Mais je suis très content de tendre le micro à Théo de SwimStart. Salut Théo. Salut Hermano. Alors, c'est SwimSmart, mais mais c'est pas grave. C'est là où je me dis que j'aurais dû choisir un meilleur titre pour le podcast, mais c'est SwimSmart. C'était le côté réflexion dans ta natation. C'est pour ça qu'il y a Smart. Ouais. Non, mais écoute, je suis désolé. Et ça fait au moins 3 fois que je la fais. Et en off, on a fait quelques trucs tout à l'heure et je crois que j'ai marqué SwimStart partout. C'est n'importe quoi. Mais je vais même pas me reprendre, tu vois, parce que c'est la beauté du truc. Comme ça restera. Et je crois que je t'appellerai toujours Théo de SwimStart. Comme ça restera, tu vois. Tu pourras dire, mais l'autre con, il n'a toujours pas compris. C'est un M, mais t'as raté. Bref, donc Théo de SwimSmart. Je te laisse prononcer ton nom parce que je ne sais jamais les noms et je ne veux pas faire d'erreur. Et j'ai déjà fait une erreur sur SwimSmart, donc je te laisse y aller. Alors, le nom, on a essayé de franciser au maximum. C'était au CUPSIC, en fait. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas d'accent qui se cache quelque part. C'est à la française. Théo CUPSIC de SwimSmart. Ok. Tu vois, je me suis dit peut-être on fait un CUPSIC ou quelque chose comme ça. C'est de quelle origine? C'est roumain. Donc, ça vient de Roumanie. Et petite anecdote, un jour en entretien, l'entretien a duré une demi-heure. Pendant 10 minutes, la personne qui me faisait faire l'entretien, qui me faisait passer, a passé 10 minutes à me dire non, c'est pas CUPSIC, c'est CUPSIC. Ouais. Et donc, voilà, c'était lunaire de passer un tiers de l'entretien juste sur la prononciation de mon nom de famille. C'est marrant, tu vois, c'est pour ça que je laisse les gens dire leur nom parce que sinon je me dis en fait tu t'enfermes dans des choses. Puis moi j'en ai marre qu'on m'appelle Romano, Armano, Romanal. Donc maintenant, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je laisse les gens s'exprimer dire leur nom. Bon, on n'est pas là pour parler de nom, même si on a fait 2-3 minutes autour de ça. Moi, ça me tenait à cœur de te donner la parole pour être totalement transparent. SwimSmart, je ne le connaissais pas avant d'échanger avec Mathieu Poulain, ancien champion du monde de swimrun. Mathieu, si tu nous écoutes, on te fait un gros bisou. Avant d'échanger avec Bertrand et puis que Bertrand me tag dans son podcast, enfin dans une story que tu as mise. Parce que tu l'as reçu aussi, Bertrand Soulier, sur ton podcast. Et d'ailleurs, je note qu'il a beaucoup parlé. Tu l'as fait beaucoup parler du swimrun qu'on a fait ensemble. Moi, je m'attendais à découvrir un autre Bertrand que je ne connaissais pas. En fait, je le connaissais, celui-là, même si je crois qu'il a une mémoire un peu défaillante. Mais ça, on en reparlera plus tard. Mais donc, je vais d'abord te laisser te présenter. Théo CUPSIC de SwimSmart. Qui es-tu? Dis-nous tout. Et que fais-tu dans la vie? En vrai. Félicitations. Je m'appelle Théo, j'ai bientôt 37 ans. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça sera diffusé, mais le 11 novembre, j'ai 37 ans. Je suis dans les bassins depuis tout petit. C'était obligatoire dans ma famille de nager. Tant qu'on ne savait pas nager les 4 nages, qu'on ne les maîtrisait pas, on était obligé de s'inscrire au club de natation du coin. Donc, pendant toute mon enfance, j'ai eu envie d'arrêter la natation jusqu'au jour où j'ai eu le choix et je me suis dit, en fait, je vais continuer parce que je suis bien dans une piscine. C'est là où je me sens bien. Et c'est pour ça que je suis devenu maître nageur, entraîneur, et que j'ai passé quelques temps sur les bassins jusqu'à il y a 2 ans où j'ai quitté les bassins parce que j'ai un enfant, je suis séparé de sa mère. Et un jour où je devais l'avoir de garde, j'ai dû lui dire, je suis désolé, mon grand, mais il va falloir que tu ailles chez ta maman parce qu'il faut que j'aille au travail. Et dans ses yeux, j'ai vu que c'était la dernière fois que je lui disais ça. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai créé SwimSmart et j'aurais dû réfléchir un peu plus pour le nom pour qu'il soit plus facile à dire. Mais l'idée de SwimSmart, c'est tout un écosystème parce qu'il y a une newsletter, il y a des articles, il y a une espèce de blog pour aider les adultes actifs à mettre ou remettre la natation dans leur vie. Parce que j'en avais marre d'entendre les gens qui disaient j'arrête parce que je n'ai pas le temps, j'arrête parce que je ne sais pas quoi faire, ou j'arrête parce que je fais toujours la même chose et du coup, je ne progresse pas. Donc voilà, c'est de leur donner les outils pour qu'ils réfléchissent et qu'ils s'approprient leur natation, leur apprentissage, et qu'au fil des écoutes, ils aient tout le temps la réponse aux 3 questions suivantes. Qu'est-ce que je nage aujourd'hui?
pourquoi je nage ça et comment je fais pour travailler ce que je veux travailler. Parce que je suis persuadé qu'en ayant ces réponses, ils vont prendre du plaisir et du coup, ils vont revenir. Et pour moi, la meilleure des séances, c'est celle qui te fait revenir après. Donc voilà ce que c'est que Swim Smart. Excellent. C'est un peu comme le podcast. Le meilleur des podcasts, c'est celui qui donne envie d'écouter l'épisode d'après, sans sélectionner par rapport au titre, par rapport à l'invité ou par rapport à ce que tu veux. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et je suis un fan de Bertrand Soulier, de Devenir triathlète, que j'écoutais beaucoup. Et au début, je voulais donner un podcast natation à un copain, un truc très spécifique, et j'ai pas trouvé quelque chose qui correspondait, qui était soit trop orienté triathlon, soit pas assez apprentissage adulte actif. Et donc je me suis dit, si tu le vois pas, fais-le, quoi. Excellent. C'est comme ça. Écoute, mais quelle bonne idée, franchement. Deux petites choses. La toute dernière, là, tu as dit, tu es un grand fan de Bertrand Soulier et de Devenir triathlète, que tu écoutais beaucoup. C'est quoi l'utilisation du passé? L'utilisation du passé, elle est parce que je suis Swim Smart, j'aimerais bien en vivre. J'ai envie d'en vivre. Donc, j'écoute beaucoup plus de podcasts sur comment créer son entreprise, comment gagner des sous, comment monétiser, comment faire ça. Et je fais beaucoup moins de sport à côté. Mais j'ai repris dernièrement parce que je me lance dans le swimrun cette année. C'est pour ça que j'ai invité Mathieu, c'est pour ça que j'ai invité Bertrand. Et c'est pour ça que je vais t'inviter pour que tu aies ton fameux droit de réponse par rapport à tout ce qu'a dit Bertrand. Et c'est mon objectif 2026. Je connais absolument pas le swimrun. Et il y a une de mes auditrices, Marie Petite-Bête. Bonjour à toi, Marie. On s'est tous les deux dit, tiens, j'aimerais bien faire le swimrun, mais je trouve personne pour le faire. Et tu trouves personne, je trouve personne. Ça y est, on a trouvé. Et puis, on va se lancer là-dedans, quoi. Excellent. Écoute, je suis bête. On a parlé de plein de choses en off. Je t'ai fait quelques intros avec des copains. Mais celui que tu dois recevoir avant même moi ou n'importe qui d'autre, c'est Fergus en fait. C'était mon binôme, celui avec qui j'ai été à Le Tilleux cette année. Donc Le Tilleux, pour ceux qui n'ont pas suivi, championnat du monde de swimrun. On a triché parce qu'on ne s'est pas qualifié comme tout le monde devrait le faire, à force de faire des courses et soit d'en gagner, soit en tout cas de cumuler des points. Nous, on a demandé une invitation à l'organisation qui nous l'a accordée. Et donc, on s'est retrouvés le 1er septembre au départ de l'île de Sandam et on a traversé tout l'archipel de Stockholm à la nage et en course à pied. On est arrivé dernier, Théo, dernier. Au début, j'avais envie de me tirer une balle quand j'ai passé la ligne. C'est la première fois que je passe une ligne en dernier. Et puis, plus ça va, et plus je me dis, en fait, ouais, on est arrivé dernier. Mais on est arrivé dernier de ceux qui sont arrivés. C'est-à-dire, on enlève tous ceux qui ont abandonné, on enlève tous ceux qui sont blessés et on enlève tous ceux qui ont été éliminés ou disqualifiés. Donc, c'est quand même. Et ceux qui n'ont pas réussi à venir. Et ceux qui n'ont pas réussi à venir. Donc, c'est quand même une sacrée fierté d'être arrivé au bout. Et en fait, Fergus, comme moi, c'était quasiment notre premier swimrun. Moi, j'en avais déjà fait un avec Bertrand Soulier, vous en avez déjà parlé avec lui. Et après, je n'ai pas refait de compétition de swimrun. Et donc, c'était mon premier vrai swimrun, surtout long. Fergus, lui, il avait fait les World Series de Cannes l'année dernière. Donc, sur un format, c'était 40 de course plus 7 ou 8 de nage. Donc, c'était pas très loin de Le Tilleux, mais c'était pas tout à fait Le Tilleux. Puis surtout, les conditions n'étaient pas les mêmes. Après, on en a fait un en région parisienne en début d'année 2025. Et puis, on s'est retrouvé à Le Tilleux. Donc, en fait, on était tous les deux des novices. On s'était jamais vus. On s'était vu une fois. On avait nagé à Rouen, mais pas en mode swimrun. On était dans un bassin et puis on avait été courir dehors. Donc on s'était presque jamais vu, on s'était jamais vraiment entraîné ensemble et on n'a pas du tout respecté le plan qui était que normalement j'aurais dû être devant. En réalité, c'est lui qui a été tout le temps devant et qui m'a tiré comme un gros bœuf. On pourra en reparler. Mais donc je pense que c'est Fergus que tu devrais inviter avant tout le monde. Donc je te ferai aussi une intro avec Fergus. Avec plaisir. Je t'avais dit que j'arrêterais de parler, que ce serait à ton tour. C'est ton interview, c'est moi qui parle, n'importe quoi. Appelez-moi Mathieu Stéphanie. Non, mais c'est ouf de passer des gorges de la Loire à Le Tilleux, quoi. Ouais. Après, entre-temps, j'ai fait un autre petit truc qui aurait dû être un swimrun aussi, mais ça s'est pas fait, mais c'était plus du run que du swim. Mais ouais, c'est complètement ouf. Et surtout, je remercie l'organisation de nous avoir autorisé, de nous avoir accepté dans notre demande d'invitation. Mais on pourra en reparler un peu plus tard. Mais dans toute ma carrière de nageur, j'ai toujours préféré être le dernier du groupe d'au-dessus, plutôt qu'être le premier du groupe d'en dessous, quoi. Donc je reviens, j'aurais préféré être le dernier de l'Otilo que le premier de la course du coin, quoi. Ouais, c'est clair. Qui te tire vers le haut, qui te booste et des souvenirs de ouf, quoi. Ah, c'est clair. Mais écoute, on pourra reparler de ça aussi, mais en plus, la communauté swimrun, c'est juste un truc
de dingue. C'est des gens qui te tirent vers le haut. C'est des gens qui ont très souvent le cœur sur la main. Donc, franchement, non seulement je comprends ce que tu dis, mais encore plus dans ce sport qu'est le swimrun. Et fais gaffe parce que dans le podcast Devenir triathlète, on dit souvent avec mes invités que le problème du triathlon, c'est que quand tu y goûtes, après, tu chopes le virus et tu peux plus en sortir. Moi, par la force des choses, j'étais obligé d'en sortir, mais en fait, le swimrun, ça fait un peu pareil, quoi. Donc, fais attention, si tu mets un pied dans le swimrun avec Marie, tu continueras peut-être pas avec Marie, mais tu risques d'y rester dans le swimrun. Et mais je découvre aussi cette mentalité et c'est ce que tu dis. Je t'ai expliqué, j'ai interviewé Mathieu pendant 3 heures, on a échangé pendant 3 heures et c'est une semaine après que j'apprends qu'il a fait tout ça, quoi, qu'il a tout ce palmarès, champion du monde et tout. Enfin, inimaginable, quoi. Ouais. Mais revenons à toi. Donc, tu disais que toi, tu as toujours été dans des bassins depuis tout petit. Et tu disais que chez toi, tant qu'on ne maîtrisait pas les 4 nages, on était obligé d'aller au cours de natation. Ouais. Mais pourquoi en fait? Tes parents étaient nageurs, tes parents étaient des nageurs olympiques ou papy-mamie qui. Pourquoi Théo? Alors, eux, ils expliquent, ils disent que c'est parce que c'est important de savoir nager. Moi, alors, je suis un grand romantique, j'ai une notion un peu plus romantique que ça. Ils se sont rencontrés dans leur club de natation. Ils étaient ensemble à l'école. Et puis après, mon père a dragué ma mère dans les douches collectives après les entraînements. Donc, je pense qu'il y a un côté romantique en mode, voilà, ça nous a apporté l'amour de notre vie. Donc, on veut pousser nos enfants à faire ça, quoi. Et tu as peut-être un côté aussi où on est un peu tous égaux à la piscine. Et c'est pas le cas ailleurs. Tu as plein d'endroits où tu as plein de barrières qui se mettent, sociales ou physiques. Quand on est en slip, tu es en slip, quoi. Donc je pense qu'il y a un peu de tout ça, quoi. Tu m'étonnes. Et puis même la barrière financière, c'est vrai que pour faire de la natation, alors ça coûte de plus en plus cher, mais sinon pour pratiquer la natation, si tu habites près d'un plan d'eau ou près d'une étendue d'eau, bah, ça ne te coûte pas grand-chose d'autre que d'avoir un maillot. Si tu habites près d'une piscine, bah, ça te coûte le prix de l'entrée à la piscine. Et c'est quand même une barrière à l'entrée qui est moins importante que si on prend le triathlon, tout le matos à acheter. Si on prend le swimrun, tout le matos à acheter. Le foot, le hockey, le machin, le truc. Bah, le foot, c'est quand même aussi très accessible. Il suffit que tu aies au moins un collègue et puis un ballon. Et de pulls pour faire les cages, et puis c'est parti. C'est ça, voilà. Mais non, mais c'est vrai que la natation, finalement, ça reste quand même un sport assez accessible en termes de barrière à l'entrée. En revanche, il y a une grosse barrière à l'entrée, c'est la technique. Et très souvent, ça va de pair avec la peur de l'eau. Je ne sais pas si tu connais les chiffres, mais moi, j'ai été effaré de lire il y a quelques temps que, en gros, si je ne m'abuse, 60% de la population française ne sait pas nager. Et on ne parle pas de nage technique. On parle juste de si tu tombes dans l'eau, bah, tu ne vas pas te noyer juste parce que tu paniques, en fait. Ah oui, non, mais c'est quelque chose de dingue. Alors, je ne sais pas s'il soit un jour, mais quand j'étais encore sur les bassins, ça avait un enfant sur 2 en 6e ne savait pas faire rentrer dans l'eau, faire une longueur. Ouais. Donc, un enfant sur 2 en 6e. Et s'il ne sait pas le faire maintenant, il y a peu de chances qu'il apprenne plus tard, quoi. Ça va aller en s'aggravant, malheureusement. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles mes parents voulaient qu'il fasse de la natation et que moi, je veux que mon fils fasse de la natation. Ça change la vie de savoir nager. Quand on va à la mer avec les copains, on peut jouer. Quand on va à Aqualand, on est plus à l'aise. Ne pas savoir nager, c'est extrêmement bloquant et les gens sous-estiment ça parce qu'ils pensent que ça n'existe pas. Ouais. Mais alors que c'est effarant et ça fait très peur, quoi. Et surtout que l'eau est finalement un milieu très hostile, en fait. Quand on parle de l'eau chaude, de l'eau froide, de l'eau lisse ou de l'eau mouvementée avec des vagues et autres, en fait, tu peux te noyer dans 30 cm d'eau, que tu paniques ou pas. Donc, si tu sais, si t'as pas déjà, au-delà de savoir nager, mais si tu n'as pas aussi déjà cette non-appréhension de l'eau, tu prends un risque pour toi. Oui, non, mais c'est clairement un élément très dangereux. Alors, le but, c'est pas de faire peur, mais il faut en avoir conscience, il faut la maîtriser pour pouvoir être bien, être à l'aise et minimiser les risques. Parce que c'est ça le truc. Même si tu sais nager, tu fais que minimiser les risques. Ouais. Tu les annules pas. J'ai interviewé Cindy Lefeller qui a fait la traversée de la Manche. Elle m'expliquait, des fois à l'entraînement, j'y vais pas parce que je le sens pas, parce que j'ai un peu peur, parce que faut savoir être à sa place et il faut faire attention, quoi. Donc, si même quelqu'un qui traverse la Manche se dit, bah là, aujourd'hui, je vais peut-être pas nager parce que il y a un peu de vague, un peu de courant, je suis pas en forme.
c'est qu'il faut faire attention. Faut avoir une sacrée humilité. Tu sais, je mets ça au même niveau que la montagne, en fait. On se dit, ouais, la montagne, c'est bon. Bah, retrouve-toi seul dans la montagne quand le temps se met à changer. Ça reste un milieu très hostile. Alors, c'est sûr que quand tu es en montagne, tu peux toujours respirer. C'est pas comme quand tu as la tête dans l'eau. Mais mine de rien, ça reste un milieu qui est aussi très hostile parce que tu maîtrises pas beaucoup de paramètres et qui peuvent, qui peuvent potentiellement te causer quelques problèmes. Anyway, faut vraiment que j'arrête de parler. C'est toi l'invité. Bon, après, entre savoir nager pour ne pas en avoir peur et puis maîtriser les quatre nages, il y a quand même un monde. Et puis, j'imagine que quand tu dis tes parents t'obligeaient à maîtriser les quatre nages, c'était pas juste savoir nager, faire du dos, faire de la brasse, faire du crawl et puis faire du pape, quoi. C'était de la nage très, très, très technique. Tu as été jusqu'où, finalement, dans tes cours de natation? Alors moi, j'ai jamais été très très bon. J'en ai fait très longtemps. J'ai fait alors je compte pas les bébés nageurs parce que tu n'apprends pas à nager, mais tu te familiarises avec l'eau. C'est une étape très importante. Hein, je le mets pas de côté. J'ai fait du coup de 6 ans jusqu'à 25 ans, avec une petite parenthèse de 4 ans de water polo. Water polo au niveau N3 et natation, je suis allé jusqu'en N2. Donc voilà, j'ai jamais été un bon nageur. Et très vite, mes entraîneurs ont vu que j'avais moins de potentiel que je pensais. Mais par contre, en tant que coach, très vite, ils m'ont dit, allez, viens à côté de nous, viens nous aider. Et puis, ils ont vu que ça m'intéressait plus, quoi. Donc, Oh, nickel, parce que du coup, tu me prépares une belle transition. Mais donc, tu as été coach, tu as été maître nageur aussi, tu l'as dit. À quel moment de je suis Théo qui apprend à nager, tu switches vers soit le Théo qui veut être maître nageur, soit le Théo qui veut être entraîneur, soit le Théo qui veut être coach. D'ailleurs, tu me diras si pour toi c'est la même chose, entraîneur et coach. Euh, et avant de passer à l'entraîneur au Théo de Swim Smart où tu vas apprendre aux autres bravo. comment nager ou comment Euh, garder les éléments aquatiques. alors, je ne sais pas si mes parents vont écouter ce podcast. Bon, ils ont Euh, intérêt, t'as intérêt à le partager puis à les faire attends, écouter. pas sûr. Pas sûr. La première fois où je dis que je vais être entraîneur, mes parents me disent, j'ai ce souvenir-là, c'est une bonne idée, mais fais un vrai métier d'abord. Et bah, du coup, je les écoute. Tu as 15 ans, tu te dis, ah bah d'accord, moi je me voyais entraîneur de haut niveau et j'ai dit, bon, bah, je fais des études qui ne me plaisent pas. Je me ramasse plusieurs fois parce que ça ne m'intéresse pas. Jusqu'au jour où je me dis, bah, en fait, j'ai 25 ans, donc il est peut-être temps que ce soit moi qui choisisse. Et si je me rappelle tous les moments bien dans ma vie où j'étais bien, bah, j'étais dans une piscine, quoi, où je parlais natation. Donc, bah, trouve un métier qui te permet de le faire. Et c'est comme ça que je dis à mon entourage, bah, je suis désolé, je vais pas faire avocat, je vais pas faire docteur, c'est pas ce que je veux faire. Je veux faire maître nageur parce que j'ai envie d'apprendre à nager et c'est ça qui me plaît. Donc, J'ai j'ai envie mis un d'apprendre peu de aux temps. autres à nager. Parce que toi, tu savais déjà nager. Moi, je savais à peu près nager, mais, mais voilà, c'est le meilleur souvenir que j'ai depuis que j'entraîne, c'est quand tu vois dans le regard de la personne, ah bah en fait j'ai compris, je nage. Et je pense que c'est pour ça que j'ai appelé Swim Smart. C'est pour ça que je suis beaucoup axé sur la réflexion, sur comment fonctionne l'eau, comment fonctionnent les appuis. Justement parce que je trouve qu'il y a un déclic dans la tête de l'apprenant dès qu'il se dit, bah, en fait, je flotte, je sais pourquoi, bah, ça va quoi. Donc, c'est ça qui m'a fait orienter vers cette carrière. Excellent. Et comment on devient maître nageur? En tout cas en France. En France, alors tu as plusieurs façons de faire. Tu peux soit en passant par STAPS, tu as quelques filières qui le font. Le plus court, le plus simple, c'est si tu sais déjà que tu fais maître nageur, tu vas au CREPS du coin, tu vas à l'Airfan, tu vas à un centre de formation et tu as une formation de maître nageur. Ça s'appelle un BPGEPS, AAN, donc brevet professionnel d'éducation physique et sportive de mémoire. AAN pour activité aquatique et de la natation. Et donc, pendant 1 an ou 2, en fonction de si tu fais en alternance ou si tu fais en parcours classique, tu vas avoir des cours de physio, de psychologie, de biomécanique, de mécanique des fluides, pour apprendre à nager.
Et le BPGEPS, c'est pas que pour être maître nageur, c'est aussi pour être entraîneur. Alors, un BPGEPS AAN ne peut pas entraîner à la compétition. Tant que ce n'est pas des compétitions, il peut le faire. Donc, tu peux avoir ton BP et être dans le club de natation pour les moins de 8 ans qui ne font pas encore de compétition. Dès qu'il va faire de la compétition, là, il va falloir soit des brevets fédéraux, soit un DEGEPS, donc c'est le diplôme au-dessus, pour pouvoir faire de la compétition. Alors, j'ai jamais compris cette interdiction ou cette obligation qu'on peut avoir en France. Finalement, qu'est-ce qui va t'empêcher, toi, si tu n'as qu'un BPGEPS, d'entraîner un nageur olympique? Qu'est-ce qui va t'empêcher, si tu as joué à Docteur Maboul, d'opérer quelqu'un? Ouais, on n'est pas sur le même niveau non plus de risque. C'est que c'est pas les mêmes risques. Encore que avec un mauvais entraînement pas adapté, tu dois connaître des cas, tu l'as peut-être vécu, tu peux te blesser plus ou moins gravement si c'est pas adapté. Mais c'est juste que la formation de maître nageur comme elle est faite actuellement, en tout cas, il y a beaucoup moins d'entraînement qu'avant. Parce qu'il y a plus de choses. Avant, quand tu étais maître nageur, tu pouvais faire de la compétition, mais tu n'étais pas formé en aquagym, par exemple. Maintenant, tu as ce côté animation qui est plus dans l'air du temps. Les maîtres nageurs, ils ont besoin de savoir faire ça parce que le futur employeur va le vouloir. Et donc, tu as enlevé toute cette partie planification d'un entraînement, les macrocycles, les microcycles, que moi j'ai appris, d'une parce que ça me passionne, et deux parce qu'après j'ai fait des brevets fédéraux niveau 3 en natation course pour pouvoir faire de la compétition. Okay. Mais bon, admettons que tu sois quand même très bon. J'appuie, hein, mais admettons que tu sois quand même très bon, mais que tu n'aies pas, obtenu un diplôme. Voilà. Sanctionné ça par un diplôme officiel de l'État français. Et que tu as un très bon pote qui nage très bien, qui se destine à aller dans des grandes compétitions internationales. Qu'est-ce qui t'empêche? Enfin, je veux dire, est-ce que les flics vont débarquer chez toi si toi tu l'entraînes? Ou est-ce qu'au contraire, c'est aussi une question de responsabilité si ton athlète suit tes conseils, qu'il se blesse et qu'après il pourrait se retourner contre toi en disant ce mec n'était pas qualifié et il m'a quand même entraîné? Alors, il y a de ça, mais il y a des contrôles. La DRAGES, direction des sports, peut te contrôler, jeunesse et sport, pour voir en disant tiens, montre-moi ta carte pro, est-ce que c'est marqué que tu peux encadrer telle activité? Okay. Après, je ne sais pas combien il y a de contrôles par an, parce que moi, j'ai jamais été contrôlé et tout. Donc, ça se trouve, c'est qu'une rumeur. Tu sais, c'est comme le fameux si tu fais pipi dans l'eau, ça devient bleu. Ouais. Ça se trouve, c'est ça. Bleu, c'est rouge. Théoriquement, tu peux te faire contrôler par l'État en mode est-ce que tu as le droit de le faire ou pas? Ok. Bon, tu vois, je vais un peu dans la dérision, mais c'est vrai que c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse à deux niveaux. Un, si tu es au bord du bassin pour donner des conseils à un copain, qu'est-ce que tu risques ou pas? Si effectivement ton copain ou ton ami, eux, se blesse, est-ce que la personne peut se retourner contre toi d'un point de vue légal? Alors, à ce niveau-là, après, c'est plus un ami, bon, c'est autre chose. Peut-être que lui ou elle se sentira blessé dans son âme intérieure aussi, que de toute façon, ce sera plus ami. Et puis aussi, au-delà de ça, après, il y a tout le côté, effectivement, employabilité. Si tu as diplôme, si tu n'as pas de diplôme, c'est pas pareil. Après, je me pose la question, parce que j'ai déjà échangé avec plusieurs MNS, maîtres nageurs sauveteurs, qui sont au bord des piscines. On va pas se le cacher, hein, on est entre nous, c'est un métier qui ne paye pas, c'est un métier de passion. Oui, c'est sûr. On te demande de faire un diplôme minimum en 1 ou 2 ans, que ce soit en alternance ou en continu, et on va te payer 800 balles par mois. C'est pas un peu exagéré quand même? Alors, je sais que tu n'es pas aux instances, hein, mais tu vois, je pousse le bouchon un peu loin. Non, mais c'est sûr. Et ces mêmes instances ne peuvent pas se plaindre du manque d'attractivité du métier et le mettre dans ces conditions-là. Donc, c'est évident. Malheureusement, si tu n'as pas les compétences, tu peux quand même prendre le risque de le faire. Après, il y a aussi le côté payé. C'est assez flou si tu es bénévole. Tu peux très bien dire je suis bénévole et tu peux faire ce que tu veux si tu es bénévole. Augmenter le tarif, c'est sûr que ça permettrait à plus de gens de vouloir le faire, de s'investir plus aussi, parce que tu as aussi le côté, une fois que tu as ton boulot et que tu as ton salaire, est-ce que tu es vraiment investi, vraiment motivé, est-ce que tu gardes tout ça, quoi?
T'as tout ça qui rentre en jeu. Mais après, si ton employeur il doit te payer plus, les sous, il va devoir les récupérer quelque part. Donc, et là, on a commencé l'épisode en disant que c'était accessible. Si tu surpayes les maîtres nageurs, est-ce que ça va être autant accessible à l'entrée? C'est pas sûr. Donc, Dans l'idée, c'est pas de changer le système. de toute façon, je pense que je peux pas, malheureusement, j'aimerais bien, mais je crois que je peux pas. Non, parce qu'on peut rajouter une couche aussi sur le fait que la majorité des piscines en France, elles sont données en délégation de service public à des entreprises privées. Ça aide peut-être pas non plus à payer correctement les employés de ces piscines. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et justement, je suis en train de mettre en place toute une série d'épisodes avec je suis en lien avec un élu qui a fait le choix de passer en DSP sur pourquoi, quels sont les avantages des élus. De service public. Et aussi différents représentants des différents groupes de délégation de service public, justement pour nous éclaircir, parce qu'effectivement, ça a très mauvaise presse, et essayer de comprendre un peu mieux. Donc ça va bientôt venir, donc voilà, j'espère que et t'éclairer un petit peu là-dessus, et m'éclairer moi, parce que j'ai le même avis que toi, mais je pense que s'ils le font, c'est qu'ils doivent aussi avoir des points positifs, quoi. On parle des autres routes. Bon, bref. Donc toi, tu fais ce choix-là à 25 ans, de te dire merde, moi c'est l'eau, je veux rester autour de l'eau, je veux devenir maître nageur. Que maître nageur, entraîneur. Enfin, t'en es où de ta réflexion à ce moment-là quand tu dis je veux rester les pieds dans l'eau? Moi, je vais être entraîneur. Tu sais, je veux avoir le survêt de l'équipe de France que j'ai pas pu avoir quand j'étais soit nageur, soit joueur de polo. Et moi, ce survêt, c'est ce qui me fait vibrer. Il y a pas longtemps, j'ai interviewé Jérémy Stravius et je lui ai demandé, je lui ai dit, t'en as fait quoi de ton premier survêt? Parce que je pense que ça marque, quoi. Tu reçois ta dotation de plus que la médaille, plus que la Marseillaise. Moi, c'était ça qui me faisait. Donc, moi, dans ma tête, c'était, je vais être entraîneur. Et puis, comme je suis bon, je vais être entraîneur et puis je vais gagner des médailles olympiques. Je vais aider des nageurs à ça. Et puis après, je me rends compte que je veux une vie privée aussi et que c'est pas forcément très compatible. Donc, il y a un moment où je m'orientais vers la carrière d'entraîneur, de coach. C'est pour ça que j'ai passé mon BF3 pour pouvoir continuer. Et on m'a proposé d'être entraîneur du club de Lens, la partie élite. Et puis, j'ai vu les horaires que ça demandait, j'ai vu l'implication. J'ai rencontré une fille pile à ce moment-là. Et j'ai choisi, non, je préfère tenter le coup avec cette fille qui m'a largué au bout d'un mois et demi. Merci. Alors, elle nous a pas, mais si c'était le cas, merci. Hein. Mais c'est sûr que c'est un choix, tu l'as dit, c'est de la passion, c'est de l'investissement, tu comptes pas tes heures. Et du coup, forcément, comme à chaque fois que tu priorises quelque chose, il y a d'autres choses qui sont moins priorisées. Et c'est ça qui m'a fait changer de voie et de me dire, j'aide peut-être un futur médaillé olympique avant qu'il sache qu'il va être médaillé olympique. Et c'est tout aussi bien et c'est top, quoi. Ça, c'est beau, ça, tu vois, la détection. J'en ai pas beaucoup parlé dans mes podcasts. J'en ai parlé une fois, mais avec une athlète. Et après, j'ai eu la chance d'échanger avec son prof de sport qui l'avait détecté et qui a fait d'elle quasi une championne du monde sur du 100 mètres, mais en athlée, hein, pas en natation. On en a parlé un petit peu dans un épisode qu'on a fait avec Benjamin Maz, ancien directeur technique de la Fédération française de triathlon. Mais ça m'intéresserait d'en savoir plus justement sur ce côté un peu détection des jeunes talents. Et pour rebondir sur ce que tu disais, quand tu as demandé à Jérémy Stravius ce qu'il avait fait de son premier survêtement, ou de son premier sweat, son premier t-shirt, son premier bonnet à l'effigie de l'équipe de France, corrige-moi si je me trompe, hein. Mais moi, j'ai l'impression aussi qu'une fois que tu es dans le système, tu vois, que tu es dans l'écosystème, une fois que tu as été repéré et puis que tu es un petit peu brassé là-dedans, en fait, tu te rends plus forcément tout à fait compte de la chance et de la progression que tu suis. Tu vois, moi, j'ai cette image, je ne sais pas si tu connais le mythe de la grenouille. La grenouille qu'on va mettre dans une bassine d'eau froide, enfin dans une casserole d'eau froide, on va allumer la casserole, puis là, elle va monter au fur et à mesure en température, l'eau, et puis là, la grenouille, elle se dit, c'est cool ici, il fait beau, il fait chaud, puis d'un seul coup, elle va mourir parce que l'eau, elle va se mettre à bouillir, et puis terminé. En revanche, si tu mets une bassine d'eau bouillante sur le feu, puis tu jettes la grenouille dedans, elle va ressortir de la casserole, hein, t'es malade, je ne vais pas là-dedans, c'est bouillant. Tu vois, j'ai l'impression que nous, en tant qu'amateurs, un petit peu, on rêve de ce premier survêt, de ce premier bonnet, de ce premier polo à l'effigie de notre équipe nationale, un peu comme
comme une grenouille, se dit tiens, j'irai bien dans l'eau chaude, puis finalement, non, j'y mets pas le pied, quoi. Non seulement parce que j'ai pas les compétences, mais aussi parce que finalement, je me rends compte de tout le travail ou de l'incapacité que j'ai à y aller. En revanche, ceux qui sont déjà repérés dans le système depuis très, très jeune et puis qui gagnent au fur et à mesure, et puis régional, et puis national, et puis international, et puis Jeux Olympiques, etc. Est-ce qu'ils se rendent. Alors, je ne dis pas qu'ils minimisent pas la chose ou la chance, mais qu'est-ce qui t'a répondu à la question est-ce que j'ai fait de mon premier survêt? Est-ce qu'il t'a pas dit honnêtement, aucune idée? Ah non, le premier, mais ça rejoint ce que tu dis, le premier, il s'en souvient. Donc, c'est toujours émouvant. Mais après, il m'a dit, par contre, à chaque fois, on me donnait une paire de chaussures, voilà, je les donne, je m'en fiche. Parce que j'ai pas besoin d'avoir 2 paires d'Adidas par an à chaque compète, quoi. Donc, Ouais. mais je pense qu'après, c'est un peu comme nous. Moi, ce qui me fait rêver, c'est le survêt. Je pense que ça l'a fait rêver aussi. Et au bout d'un moment, c'était l'étape d'après. C'est l'après qui fait rêver. Et c'est aussi le fait de toujours se mettre un objectif un tout petit peu plus loin pour être motivé et rester prêt. Mais c'est sûr que si tu es baigné dedans, après, ça dépend beaucoup de la mentalité de la personne. Est-ce qu'elle a cette connexion à la réalité en mode tiens, je sais, il faut faire attention, je sais ce que ça représente. Est-ce qu'il a regardé son copain d'avant, le gars normal qu'il suit? On voit beaucoup ça dans les films. Quand tu as une star et tu as un gars normal qui le suit tout le temps pour qu'il soit connecté avec la réalité. Ouais. Donc, je pense que ça dépend de l'éducation beaucoup, quoi. Et du coup, on parlait un petit peu de détection. Tu vois ça comment, toi, la détection des jeunes talents, surtout en natation, parce que ça reste aussi un sport où il faut apprendre à nager très jeune et il faut être détecté très jeune. Enfin, c'est pas à 25 ans que tu mets un premier pied dans un bassin et que tu vas finir champion olympique 5 ans après, quoi. Mais après, ça se détecte pas trop jeune parce que, alors, premièrement, c'est la personne qui est contente de venir. Alors, j'ai l'impression de faire de la pub pour mon podcast, mais j'ai Vas-y, fait une t'es là table où. ronde. Donc, Team Smart avec un M et pas avec un T après le S. Mais vas-y, tu es là pour ça, hein. J'ai fait une table ronde avec une équipe pédagogique de l'APRADIS, donc ils lancent une formation de maître nageur, donc avec des entraîneurs du Pôle France, avec Jérémy Stravius, avec un autre nageur, Eddy Madouane, qui a été aussi en équipe de France, sur justement qu'est-ce qui fait qu'un nageur, il va aller jusqu'à le côté international. Et tous, jusqu'à 16-17 ans, c'est le plaisir. Est-ce que j'aime aller à la piscine? Est-ce que je suis prêt à y aller régulièrement? Est-ce que je suis prêt à y aller 2 fois par jour? Est-ce que je suis prêt à faire les efforts? Parce qu'il y a le plaisir là. Et le problème des nageurs trop bons trop vite, il y en a 2, c'est premièrement, comment ils vont gérer leur puberté. Parce que qui dit puberté dit croissance, dit changement du schéma corporel, changement des appuis. Comment ils gèrent ça? Et comment ils gèrent le fait que, tôt ou tard, il va arrêter de gagner? Et tu en as plein qui ne le supportent pas. Tu en as plein qui gagnent beaucoup quand ils sont petits. Ils prennent 40 centimètres dans un été, ils arrivent, ils ne maîtrisent pas leur nouveau corps, ils perdent, ils arrêtent. 40 cm dans un été, t'es chaud quand même. J'étais un Mais, petit peu. Moi, j'ai beaucoup grandi, mais pas à ce point. Mais tu en as plein qui. C'est typiquement le schéma là. Ils partent, ils sont mon premier, ils vont en vacances, ils s'éclatent, ils grandissent, ils reviennent. Bah, ce n'est pas les mêmes appuis, ce n'est pas les mêmes schémas moteurs, il y a tout qui change. S'il n'y a pas eu de réflexion pour préparer ça de la part du coach, bah, l'enfant, parce que c'est encore un enfant, il n'a que 15-16 ans, c'est encore un enfant, à gérer, c'est pas évident. Et tu en as plein qui lâchent à ce moment-là. En mode, moi j'aimais bien nager quand je gagnais, maintenant que je perds, c'est plus important, quoi. ouais, puis surtout que chez les mecs, nous on reste des enfants longtemps, mais au-delà de la blague, c'est vrai que les hommes restent des enfants longtemps. Notre puberté, elle est assez longue, donc ouais, je pense que ça doit être compliqué à gérer. Et puis, si on regarde du côté des filles, et ça d'ailleurs c'est un sujet que j'essaie d'aborder de plus en plus sur le podcast, il y a aussi l'arrivée des premiers cycles menstruels, l'arrivée du changement, des changements liés à ces décharges hormonales, ou en tout cas à cette arrivée d'hormones qu'elle ne connaissait pas avant. Tout ça aussi, ça doit être compliqué à gérer quand on est, comme tu le dis, soit sur de la détection, soit sur du. On va voir d'ici un an ou deux ce que ça va donner, quoi. Oui, non, c'est évident. Tu sais, on parlait que pour réussir, il faut prioriser le sport, la natation. Ça veut dire qu'il faut le prioriser quand tu es petit, mais il faut garder cette priorité. Et malgré tous ces changements, parce que
c'est sûr que la gamine qui vit ça, elle n'a pas forcément la natation en tête, et heureusement, parce que si tu vis ces changements et que tu penses que natation, c'est peut-être un petit peu inquiétant parce que c'est tellement bouleversant, quoi. Donc il faut à la fois qu'elle soit prête, à la fois que son entraîneur soit prêt, soit sensibilisé. J'avoue que moi, dans ma formation, on m'a jamais sensibilisé à ça, quoi. Eh bah tiens, voilà. Écoute, garde-le en tête. Non mais franchement, c'est vraiment un sujet que je vais aborder de plus en plus sur ce podcast. Je me sens un peu, comment dire, pas légitime parce que je suis un mec et ça me gêne toujours un peu de poser cette question-là aux filles. Mais c'est vraiment un sujet qu'il faut qu'on aborde. J'en ai parlé cette semaine en faisant des enregistrements avec des filles. C'est aussi la sensibilisation des entraîneurs ou pas à ce sujet, le sujet des règles, le sujet du cycle menstruel, le sujet de se sentir fort ou pas pendant tel ou tel moment des règles, le sujet de ne pas avoir d'énergie, c'est même pas se sentir fort, c'est ne pas pouvoir nager ou ne pas pouvoir se lever de son lit parce que il y a des filles qui ont des règles douloureuses. Et tout ça, c'est vraiment des sujets qu'il faut détabouiser et dont il faut parler. Donc, garde-le en tête. Un de ces quatre, on se fera un épisode avec d'autres femmes ou d'autres spécialistes pour parler de ça. Mais oui, des femmes, ça c'est sûr, parce qu'il faut qu'on en parle avec des filles. On peut pas en parler entre mecs, c'est pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire entre mecs, c'est sensibiliser. Toi, tu dis que tu n'as pas été sensibilisé à ça pendant ta formation d'entraîneur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser les hommes et les femmes? Parce que j'ai déjà eu des témoignages où certaines femmes sont entraînées par des femmes et c'est encore pire. Ça, plus le sujet des troubles alimentaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Au-delà de dire, il faut mettre un module pendant la formation. Non, on ne peut pas faire que ça. C'est pas possible. J'allais dire, il faut mettre un module à la formation, mais je vais compléter un petit peu. Mais c'est ça, c'est en parler, en l'entendre, que les gens qui tiennent en compte ça dans leur entraînement, dans leur planification, dans leur façon de faire, en parlent. Et ce qui est bien, c'est que c'est de plus en plus. Parce que le fait d'entendre soit des gens dire « moi, je suis coach, je prends ça en compte pour avoir de meilleurs résultats, pour mieux vivre », ou alors des athlètes qui disent « moi, je suis athlète et je fais attention à ça », c'est ça qui va faire petit à petit, et c'est ça qui est dommage, c'est que ça va prendre du temps, mais qui va permettre. Moi, je sais que pendant ma formation, on n'en a pas parlé, mais j'ai une grande sœur, donc forcément, on a évoqué le sujet à ce moment-là. Mais je sais que si je devais devenir coach aujourd'hui, je poserais tellement plus de questions à ma sœur, de savoir comment elle le vit, comment elle le sent, comment moi, en tant qu'entraîneur, je peux l'aider, je peux l'accompagner. Et il faut en parler, il faut faire des tables rondes avec des femmes, mais pas que, avec des hommes. Parce que c'est aussi, alors je ne sais pas si je dois le dire ou pas, mais c'est aussi un des problèmes qu'on a tendance à exclure les hommes de ce genre de discussion. Je sais qu'il y a quelques années, j'ai participé à une table ronde sur la place des femmes dans la musique, parce que je fais de la guitare. Et j'étais le seul homme de la salle. Et quand j'ai voulu prendre la parole, j'étais pas totalement d'accord avec elle. Et très vite, on m'a dit « ouais, mais t'es un homme, donc dis rien, quoi ». Donc, mais c'est sûr qu'on marche sur des œufs parce qu'il faut faire très attention. Et c'est tellement important qu'il faut faire attention. On ne peut pas banaliser le truc en mode juste on met ça sous le tapis et puis c'est tout, quoi. Donc, parlons-en, continuons d'en parler. On n'en parlera jamais assez. Et mine de rien, il faut mettre un module dans la formation parce que si ton formateur te dit, tiens, quand tu fais une planification, non seulement tu penses à tes objectifs principaux, tu penses aux vacances, tu penses à ça, tu penses qu'il faut souffler de temps en temps et tu penses à ton niveau de charge en fonction du cycle menstruel de la personne, ça peut que aider, quoi. C'est clair. Et puis que tu penses aussi que c'est possible qu'une athlète femme te dise « je suis désolé, aujourd'hui, je ne peux pas venir à l'entraînement ». Même si tu es en voie même si ton athlète est en voie de devenir une athlète de haut niveau, qu'il faut qu'elle nage 2 ou 3 fois par jour, ça peut arriver qu'il y ait un jour ou deux dans le mois où elle te dise « je suis désolé, je ne peux vraiment pas ». Et c'est pas du chiquet. Et je pense que ça aussi, il faut l'ajouter dans le module. Ah oui, là, mais c'est sûr. De toute façon, toute séance, il y a toujours une séance dans ta prépa où tu vas te dire là, je peux pas. Soit parce que tu as tes règles si tu es une femme, soit parce que juste. Moi, je sais qu'il y a des fois où tu passes une journée tellement pourrie que tu peux pas faire un entraînement. En tout cas, pas celui qui était prévu. Donc, soit tu l'adaptes, soit tu le reportes, soit tu l'annules. Mais c'est ça aussi, mettre l'humain au centre de l'apprentissage. Et c'est important. Et remettre l'humain au centre de la planification. Pas que l'entraîneur, mais aussi l'athlète, femme ou homme, parce que c'est aussi lui ou elle qui va faire la chose et qui va pouvoir te donner son ressenti. J'espère que tu vas en parler avec Marie, parce que surtout si vous êtes en binôme sur un swimrun, j'espère que vous allez aborder ce sujet-là.
Mais j'avoue que j'ai un peu honte parce après, à ma décharge, on se connaît pas. C'est à peu près la même situation que Hermano et toi. Que Hermano et que toi et Bertrand, pardon. On se connaît pas. Donc la première fois où on s'est vu en visio, j'ai pas pensé déjà de base, mais je me serais mal vu dire tiens au fait quand est-ce que tu as tes règles que je puisse planifier et tout. Donc après c'est pas moi qui planifie son entraînement, c'est elle. Oui. Donc elle va prendre ça en compte et tu me dis Marie si j'ai été un gros goujat qui n'ait pas prêté attention à toi et j'en suis désolé si c'est le cas. Il faut que je progresse aussi là-dessus. Et puis voilà. Non, mais tu vois, je pense que faut que vous en parliez. Bon, déjà, tu verras, vous aurez l'occasion certainement de le voir. Tu auras certainement l'occasion d'en parler avec d'autres swimrunners et swimrunneuses. Mais dans le swimrun, l'essentiel, c'est le binôme. Et donc, il faut communiquer entre vous. Mais je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder aussi si ton binôme est une femme ou si tu es une femme binôme d'un homme. Lui dire, tu sais, moi, il y a certains moments dans le mois, il y a certains moments, il y a certains jours, je peux pas. Voilà, je peux pas. Ou alors, au contraire, je peux. Il y a des femmes qui te le disent. Moi, avant mes règles ou juste un peu après ou pendant les règles, je suis beaucoup plus forte, donc je peux faire d'autres types de séances, d'autres types d'entraînement. S'il se trouve qu'un jour où elle peut pas, ou alors un jour où elle peut, c'est le jour de la compétition, il faut que vous en parliez avant. Il faut vraiment Ouais. crever. Bon, après, voilà, tu fais ce que tu veux, mais c'est Non, non, mon mais avis. je suis tout à fait d'accord. Et pour compléter, je crois que c'est Alix, celle qui a fait koh Alix Nobla, qui parle beaucoup de ça et justement comme elle adapte ses entraînements, ses performances à son cycle. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que entendre des gens parler de ça, c'est aussi ça qui va faire qu'on va oser en parler plus souvent. Tu parlais de planification tout à l'heure. Toi qui es entraîneur, comment on planifie un entraînement en natation? Alors, il y a plein de façons de faire. Moi, j'aime bien le faire à l'envers. C'est là où on va aller voir le côté smart de Swim Smart. C'est pourquoi je nage? Quel est mon objectif? En sachant que je ne suis pas très fan de se dire mon objectif, c'est telle compétition. Je préfère avoir un truc un peu plus large que ça. Une fois que j'ai l'objectif final, là, je vais pouvoir construire ma planification en me disant, tiens, avant mon objectif final, je vais avoir une petite phase où je vais pouvoir relâcher un petit peu. Et puis, j'aime bien créer un rebours. Donc, quand j'ai mon objectif final, je liste les compétences dont j'ai besoin pour réussir cet objectif. Et après, je les place un peu dans le calendrier en partant de la compétence la plus générale en tout début et aller de plus en plus spécifique. Typiquement, parce que je ne sais pas si c'est très clair, C'est il ce n'y a que pas j'allais te longtemps. demander de nous mettre, tu vois, de nous donner des exemples pour qu'on puisse bien Alors, comprendre. je ne vais pas le prendre en natation parce que le dernier planification que j'ai fait pour moi, c'était sur un trail. Donc, j'ai découvert le trail l'année dernière. Donc, mon objectif, c'était de devenir un meilleur homme et meilleur père de famille parce que je trouvais que je m'énervais beaucoup. Et je me suis rendu compte que je m'énervais aussi parce que je faisais moins de sport. Et c'est là où Ah, tu as l'objectif entendu de ta ma compagne course, te dire, mais Théo va courir. voilà, typiquement, mais exactement. Elle m'a dit, va nager, on va reprendre le polo, fais quelque chose parce que tu t'énerves plus facilement qu'avant. Donc voilà. Et c'est là où je dis, mon objectif de la course, c'est un objectif intermédiaire en fait pour un truc plus grand. Et je trouve que c'est ça qui va te motiver à aller nager, à aller courir, à aller faire la séance que tu n'as pas envie de faire, de savoir pourquoi. Donc c'était trail. Et là, je me suis dit, pour faire un trail, qu'est-ce qu'il faut que tu saches faire? J'avais choisi un trail de 70 km. Il faut savoir courir. Je ne savais pas trop courir. Il faut connaître le dénivelé. Il faut être capable de courir toute la journée parce que c'était 70 km. Je me doute que ça va durer un peu de temps. Et descendre. C'était les 4 capacités que je m'étais dit, il faut que tu bosses ça. Et donc, après, je me dis, la plus générale, c'est de savoir courir. Donc, je vais me mettre 2-3 mois pour reprendre la course à pied, pour augmenter petit à petit le volume. Après, j'avais eu peur des descentes, donc j'ai travaillé les descentes, etc. Et j'ai placé mes cycles de travail comme ça. Et à l'intérieur d'un grand cycle, je place d'autres cycles de travail parce que savoir courir, c'est un peu large, quoi. Donc, tu n'apprends pas à courir en disant, cours. C'est pas compliqué. Ouais, t'apprends quand même plus facilement que vas-y, nage. Voilà. Vas-y, cours. Je pense qu'on sait tous courir à la base quand même. Et par exemple, pour la natation, quand ton objectif, c'est de faire 1000 mètres sans t'arrêter, ça veut dire qu'à un moment, il va falloir que tu aies une nage efficace. Donc, il va falloir que tu travailles cette nage. Il va falloir que tu saches gérer ta respiration parce que les 1000 mètres, si tu ne gères pas ta respiration, ça va se transformer en 200 mètres et puis tu vas t'arrêter. Et après, tu vas avoir l'endurance. Donc, c'est les 3 thèmes, etc., etc. Donc, moi, j'aime bien fonctionner comme ça à rebours. Ok. Euh,
les athlètes que tu entraînes, les nageurs, les nageuses que tu entraînes, tu les entraînes au bord du bassin ou tu les entraînes à distance? Moi, je les entraîne à distance. Je suis plus au bord du bassin. Je sens plus de chlore. Il y a pas longtemps, quelqu'un qui me demandait si j'étais encore maître nageur et entraîneur. Et j'ai dit que je savais pas parce que je me rappelais plus la dernière fois où j'avais mis mes claquettes. Et j'ai associé entraîneur, claquettes. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de ça, hein? Parce que c'est interdit d'avoir des chaussures dans une piscine, sauf les mecs avec des t-shirts comme vous. Mais pourquoi? Mais parce que les chaussures vont pas dehors. C'est ça la différence. Mais moi, je suis à distance aussi parce que ce que je veux, c'est pas le meilleur moment quand je suis des athlètes, c'est quand ils me disent bah, Théo, cette année, tu m'as appris plein de choses, bah, on va s'arrêter là parce que je sais faire maintenant. Et là, je me dis, bah, si tu sais faire, je reste à disposition si des fois tu as une petite question, mais si tu en viens là, c'est que j'ai fait mon travail, quoi. C'est là où je suis content et va nager de tes propres nageoires, ça grandit tellement vite, je pleure un petit peu et puis voilà, on passe à un autre défi. Excellent. Tu parles de nageoire, ça me fait penser à la nageoire de Nemo, tu vois. Et je me dis, moi, Ouais. je nage un peu comme Nemo. Mais comment on fait à distance? Alors, on en a on en a longuement parlé avec Pierre Tortereau, qui est un grand adepte de la natation sensorielle, qui lui aussi travaille exclusivement à distance, même si de temps en temps, il organise des stages. Comment tu fais, toi, pour entraîner à distance et d'ailleurs, je comprends que c'est même pas que tu entraînes à distance, c'est que tu apprends à distance, tu enseignes à distance. On n'est plus juste sur une planification. Bah, tu veux nager, tu veux nager plus vite, mieux, 3800 mètres pour faire ton Ironman. Non, là, tu es vraiment sur, en tout cas de ce que je comprends, tu veux apprendre à nager crawl, je vais t'apprendre, mais à distance. C'est ça. C'est aussi l'avantage de cette façon de faire. C'est que moi, quand je fais des visios, je fais que de poser des questions, en fait. Et donc, ouais, ça me fait beaucoup moins de travail. Par contre, ça demande beaucoup plus de travail pour l'apprenant. Parce que je lui dis, mais alors, par exemple, tu vas apprendre crawl. Alors, le trajet en crawl, les appuis aquatiques, pardon, en crawl, ça correspond à quoi? Tu te rappelles de comment fonctionne l'eau, tu te rappelles qu'il faut bien orienter la paume vers la plante des pieds, tu te rappelles de ça. Et je suis beaucoup dans tu essayes, tu crées ta séance, et après on en parle. C'est bah tiens, tu as essayé par exemple, d'aller chercher un peu plus loin. Est-ce que, et je m'arrête pas, est-ce que ça allait plus vite ou pas? Est-ce que les épaules, tu as plus travaillé, moins travaillé? Est-ce que tu as senti que tu étais plus efficace? Est-ce que sur la respiration, ça avait un impact? Est-ce que sur ton alignement, ça avait un impact? Etc., etc. Alors, c'est sûr que ça prend plus de temps. Et je pense que sur le long terme, c'est plus valorisant. Les gens comprennent comment ça fonctionne. Et toi, tu fonctionnes comme un avocat, c'est-à-dire tu factures à l'heure ou tu factures au forfait de on va apprendre à nager ensemble? Non, non, non. Moi, je facture au forfait et puis c'est tout. Et puis, juste avec les podcasts Swim Smart, sans avoir la partie accompagnement, il y a aussi une partie premium où tu as ce genre d'éléments. Donc, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les motivations et des parcours. Ça n'empêche que je vois toujours pas comment on apprend à nager à distance. Enfin, on apprend à nager ou on apprend une nage. J'ai bien compris ce que tu expliques, mais je me projette pas en fait. Comment tu arrives à encadrer, à accompagner ou à convaincre des gens qu'ils ont besoin de toi pour justement progresser, mais à distance? Est-ce que ça t'arrive déjà? Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans les anecdotes de te dire, bah, toi, Jean-Pierre, écoute, je peux, mais il faut vraiment que je vienne au bord du bassin parce que là, tu comprends rien, ça va pas être possible. Non, ça ne m'est pas arrivé encore, mais parce qu'il y a un gros tri avant, quoi. Parce que tu viens me voir, je te dis pas, bah tiens, dans X semaines, tu vas savoir nager. C'est si tu veux, moi je peux t'apprendre à déterminer ce que tu as besoin de travailler, ce que tu veux travailler. En fonction de ça, je peux t'apprendre à faire une planification cohérente sur 4, 6, 8, 12 semaines pour travailler ce point-là. Je peux t'apprendre à isoler les éléments dont tu as besoin, à créer des éducatifs, trouver des éducatifs qui t'aident. Et voilà, c'est comme ça. Donc, les gens qui me disent, viens, apprends-moi à nager, je leur dis, attends, on va se poser, on va se faire une vidéo, je vais t'expliquer. Apprendre à nager, si tu veux, je peux le faire. Moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si tu veux, je peux t'apprendre à reprendre le contrôle de ton apprentissage. Donc,
Généralement, ça commence par ça. J'ai une première fiche avec une séance test, ce qui permet moi de définir le niveau de départ. Donc l'endurance, l'efficacité, c'est un truc type. Je l'envoie et après on en parle. En mode, pour toi, qu'est-ce qui t'a bloqué? Ce que tu as bloqué, comment tu veux le modifier, comment tu veux l'impacter, etc., etc. Ça se construit petit à petit. Mais c'est passionnant, ça fume, hein. Après les visios, lui comme moi, ou elle comme moi, on est bien fatigué parce qu'on réfléchit bien. Mais à chaque fois, c'est passionnant parce que j'ai aussi comme ça l'impression de jamais faire 2 fois le même accompagnement. Ouais, c'est clair, c'est clair. Tu es vraiment un un professeur, un prescripteur, tu vois? Un professeur, individuel. Je trouve plus mes mots. Bref, j'ai trop parlé. Mais ce que j'ai préféré faire, c'est quand j'étais formateur de maître nageur. Et je pense que c'est aussi pour ça que je fais ça maintenant, que j'ai cette approche-là. C'est parce que je trouve ça passionnant et je me dis, moi, ma mission, c'est que le maximum de personnes apprennent à nager et soient en sécurité. Si j'apprends à quelqu'un à apprendre à nager, d'abord à lui-même, ben, je ne suis pas à l'abri qu'il le fasse à quelqu'un d'autre derrière. Et du coup, ma mission de service public qui est essayer de réduire au maximum le nombre de noyés, ben, j'ai l'impression d'y contribuer un peu plus, quoi. Bon, tu te souviens plus quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as mis des claquettes, en tout cas au bord du bassin? Est-ce que toi, tu nages toujours? Moi, j'ai repris la natation. Je vais encore faire de la pub. Et j'ai repris de la natation justement pour le swimrun. Et ça faisait 9 mois que j'avais pas nagé. Bah, tu as Ça faisait accouché d'un beau bébé, quoi. voilà, 95 kilos, boum. Ça faisait 10 ans que je m'étais pas entraîné avec un objectif. La dernière fois, c'était pour me qualifier au championnat d'Europe de ma catégorie, chez les maîtres. Et j'ai repris là et du coup, j'en profite pour faire un carnet de nage. Chaque jour, ou presque, j'envoie un petit mail, je me lève à 5 heures du matin, je bois mon café, j'écris le mail sur justement cette préparation. Par exemple, ce matin, j'ai envoyé un mail en mode, j'ai eu une insomnie toute la nuit, ça serait bête de ma part de garder le même entraînement que j'avais prévu. Donc comment, j'ai adapté mon entraînement après une nuit où j'ai pas dormi, quoi. Donc Et ça je ressemble à quoi nage déjà? Vas-y, vas-y. depuis, une semaine, j'ai repris l'entraînement, c'est tout. Bah, ça va, c'est tout récent alors. Ah oui, oui, c'est tout récent. Mais ça ressemble à quoi un entraînement de Théo? Un entraînement Théo, il y a plusieurs éléments, importants. Premier élément important, sur le plot, avant de sauter dans l'eau pour nager, il faut que je sache ce que je travaille. Pourquoi je suis là? Aujourd'hui, je veux travailler ça. Alors, ça peut être vague. Des fois, c'est juste aujourd'hui, j'ai envie de me défouler parce que j'ai passé une mauvaise journée, j'ai besoin de me défouler. Et avec cette réponse-là, je construis ma séance. Si j'ai besoin de me défouler, bah, je vais faire un petit échauffement de 10-15 minutes sans trop de consignes, juste pour que mon esprit il se focalise sur la séance. Et après, je vais mettre un peu de progressif, parce que si je veux me défouler, je sais que j'ai besoin de ça, quoi. Et ma structure, c'est un échauffement, un quart de séance où je réponds à la question que je me pose au début, et puis un petit retour au calme. J'ai besoin de ce sas de décompression, et je pense que c'est important. Trop de gens se disent, tiens, il faut que je nage. Mais pour moi, tu peux pas être concentré sur ta nage dès la première longueur, quoi. Tu as toute la journée, tu as le mail de Jacqueline qui sont en attente, tu as les gamins, est-ce que tu les as pas oubliés? Tu as tout ça, quoi. Tu as toute cette vie active qui s'évapore pas dès que tu plonges. En tout cas, moi, j'ai besoin de 10-15 minutes avant de me dire, ah ça y est, je suis connecté à mes sensations, je suis connecté à ce que j'avais prévu et je vais pouvoir travailler. Donc, ce qui fait que tu adaptes ou tu définis ton entraînement à chaque fois que tu passes la porte de la piscine. Tu y Non, vas pas avec un entraînement déjà prêt ou au contraire, tu adaptes cet entraînement que tu as déjà prévu? j'adapte. J'ai toujours, j'ai un petit carnet de nage où chaque semaine, chaque dimanche soir, je prends 5 minutes pour définir mes 3-4 questions par entraînement et un petit corps de séance qui va avec. Donc ça, c'est la théorie. C'est tiens, si tout se passe bien, je vais faire ça. Mais je suis persuadé que ça se passe jamais tout bien. Là, typiquement, j'avais une séance où je devais faire mes premières intensités. Bah, j'ai dormi 1 heure cette nuit. Je vais pas faire d'intensité. Ça serait contre-productif de faire de l'intensité là. Soit je vais me blesser, soit ça va me dégoûter parce que je vais pas y arriver, parce que j'ai pas d'énergie, parce que j'ai pas dormi. Donc, je vais faire autre chose. Mais j'ai mon cadre, j'ai mon canevas et je fais un petit état des lieux avant.
une fois que je suis sur le plot. Tiens, je veux travailler ça, mais est-ce que je suis en forme? Est-ce que mentalement je suis là? Parce que si je dois travailler un point technique et que mentalement je suis pas là, ça va être compliqué, quoi. Ça va être contre-productif. Et je pense que c'est toutes les fois où les entraînements ils sont contre-productifs qui vont te miner ton plaisir de nager dans tous les sports, mais particulièrement la natation qui est assez ingrat. Bon, mais toi, tu sais ça. Tu as la conscience de ça aussi parce que tu es entraîneur. Et puis tu as la sagesse de ça, de te dire, bah, il faut que je sois concentré, il faut que je sois pleinement dans ce que je suis en train de faire pour que ce travail puisse être efficace. Si tu devais donner un conseil à un de nos auditeurs, une de nos auditrices, on le rappelle, qui sont des triathlètes. D'ailleurs, si tu parles avec Pierre Tortereau, l'une de ses phrases, c'est les triathlètes ne savent pas nager. Tu me diras ce que tu en penses. C'est les meilleurs clients. Mais donc, un triathlète, une triathlète qui se retrouve à la piscine et qui se dit, tiens, je suis là, j'ai 1 heure, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil, au-delà de soit dans ta séance, etc., mais quelqu'un qui arrive là, et voilà, emploi du temps super chargé, en déplacement professionnel, l'hôtel, il est au pied de la piscine, tiens, j'ai mon maillot de bain, j'ai mes lunettes, j'y vais, qu'est-ce que je fais? On part sur les triathlètes. Les triathlètes, la mission principale des triathlètes, alors je me suis fait reprendre de voler sur Threads il y a pas longtemps quand j'ai publié ça, mais pour moi, l'objectif ultime des triathlètes en natation, c'est d'économiser au maximum les jambes. C'est ça. Bah, alors lui, voilà. Lui, il m'a repris. Il m'a dit non, pas du tout, il faut que les jambes soient bonnes. Donc pour moi, c'est ça le but ultime. Donc il faut tout le temps nager en se disant comment je peux faire pour économiser mes jambes. Et il n'y a pas 10 000 solutions. Pour économiser tes jambes, il va falloir que tes bras prennent le relais. Il va falloir que ton alignement rende chacun de tes coups de bras plus efficaces, etc. Donc, toutes tes séances, il va falloir que tu te dises, tiens, je vais devoir améliorer ça. Mais ça veut dire qu'à chacune de tes séances, quand tu fais un mouvement, il faut que tu te dises quel est l'impact sur la nage. Quand je fais ce geste-là, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait à mes épaules? Parce que est-ce que je vais réussir à tenir les 1,8 km si je fais un triathlon d'1,8 km ou moins? Qu'est-ce que ça fait à mon bassin? Parce que si mon bassin il commence à sortir, je vais devoir rajouter des jambes pour pouvoir contrebalancer, donc ça ne va pas avec l'objectif que je veux, etc., etc. Si tu ne sais pas quoi faire, réfléchis à quel impact a chacun de tes mouvements dans l'eau. Et est-ce que ça va avec ton objectif principal? Tu n'as pas besoin de savoir ça. Tu n'as pas besoin d'avoir tout un schéma et tout. Juste nage. Quand je fais ça, quel est l'impact? Est-ce que ça va dans le bon sens? Et dans ce cas-là, je continue. Est-ce que ça ne va pas dans le bon sens? Dans ce cas-là, je change. Et l'avantage de faire ça, c'est que chaque séance devient productive, quoi. À chaque séance, soit tu as écarté un geste en mode non, celui-là, il ne va pas, il ne faut plus que je le fasse. Soit tu t'es dit, ah non, mais celui-là, il est bien, je vais creuser un peu là parce que là, je suis pas mal. Écoute, je te remercie pour ce bon conseil et encore une fois, on tourne du sujet de s'entraîner en conscience au-delà de prendre du plaisir, mais ça, c'était au début de l'épisode. On est pris par le temps. J'ai encore 2 petites questions pour toi. Le Vas-y, de podcast toute façon, je suis déjà en retard, donc c'est pas grave. Autant aller jusqu'au bout. Rapidement, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Ce serait quoi ton meilleur conseil pour devenir triathlète? Prends du plaisir. Prends du plaisir. Mais après, j'ai l'impression de radoter tout le temps à chacun de mes épisodes. Mais si tu arrives à prendre du plaisir, le fameux non, mais il faut être fou pour être triathlète parce que c'est tellement d'heures, c'est tellement de sacrifices. Prendre du plaisir, c'est plus des sacrifices, c'est des choix. Et ça change tout. Merci. Et dernière question, où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on t'encourage? Et où est-ce qu'on retrouve Swim Smart? Alors, Swim Smart, alors sur toutes les plateformes de podcast, sur Instagram, Swim Smart Podcast, et j'ai un site internet où tout est facilement trouvable, swimsmart.fr. Et je ne sais pas quand est-ce que sera diffusé cet épisode. Est-ce que tu as une idée ou pas? En fait, c'était tellement bien que je me demande si je vais pas le mettre en épisode hors série, tu vois, parce que c'est vraiment un épisode à garder, à écouter et à réécouter. Donc, Ouais. on va changer le planning. Puis tiens, pourquoi pas le 11 novembre? Ce serait pas mal ça. L'armistice et puis ton anniversaire. Armistice. Et ben alors le 11 novembre, ça sera trop tard parce que je fais un concours pour mon anniversaire. Je fais gagner 2 ans d'abonnement premium et le tirage au sort c'est le 11 novembre. Donc si tu sors le matin, vous avez peut-être encore le temps d'aller vous inscrire sur swimsmart.fr/concours. Mais voilà, et puis c'est Octobre Rose.
en ce moment. Et donc, je vais faire un don de 20% de tout ce qu'a généré SwimSmart. Alors oui, ça sortira en novembre, mais je pense que c'est une cause, il faut tout le temps en parler. C'est comme les règles chez les femmes. Enfin, il y a des sujets, on n'en parlera jamais trop. Et donc, tous les abonnés SwimSmart ont permis de récolter une petite somme qui ira à la Ligue contre le cancer, parce que c'est un sujet qui me touche personnellement, mais qui nous touche tous. On connaît tous quelqu'un qui, malheureusement, est passé par là. Eh ben, écoute, merci pour tout ça, pour tout ce que tu fais, je veux dire. Et puis évidemment, merci d'avoir accepté mon invitation. Je te laisse partir parce que même si tu es déjà en retard, il ne faut pas que tu en rajoutes un petit peu. On continue en off et je te remercie encore pour tout, Théo. Merci à toi, merci à tout ce que tu fais. Je parle souvent des podcasts qui m'ont donné envie de faire le mien. Et le tien en fait partie. Et promis, je vais le réécouter. Pareil, je vais me remettre à courir pour le swimrun. Je vais avoir un peu plus de temps pour écouter des podcasts aussi. Donc, bravo à toi pour tout ce que tu fais et pour tes auditeurs aussi. C'est bien d'écouter les podcasts. Continuez d'écouter des podcasts. Merci. Et puis, allez jeter une oreille chez SwimSmart. On l'aura assez dit là. Hein, c'est bon. Et puis, oui, en même temps, tu l'as tellement bali au début qu'il fallait rattraper le coup, quoi. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Théo. Mais achète le nom de domaine SwimStart aussi, parce qu'à mon avis, il y en a qui vont aller regarder. Merci, Théo. À plus. À très vite. Bonne journée.